30 jours, c'est la durée d'un cessez-le-feu auquel a marqué donc son accord l'Ukraine dans le cadre de la résolution du conflit qui le pose à la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué à l'issue des discussions avec Washington sur la résolution du conflit russo-ukrainien que, je cite, « L'Ukraine est prête pour la paix. La Russie doit montrer si elle est prête à mettre fin à la guerre ou à la poursuivre. » Fond de situation. Mardi 11 mars 2025, les États-Unis ont engagé des médiations entre l'Ukraine et la Russie en vue d'apaiser la situation entre les deux pays. Une posture de Kiev motivée certainement par un retour de l'aide militaire américaine suspendue et de l'accord sur les minerais entre les deux pays. Analyse au cours de cette édition de For You Matin. Dans la suite, nous allons nous intéresser à la crise qui sévit dans la partie est de la RDC. Celle-ci semble aller vers un dénouement heureux, voire historique. À l'issue d'une visite de travail du président congolais Félix Tshisekedi en Angola ce 11 mars, soulignant l'engagement des deux pays à trouver une solution pacifique à la crise dans cette partie du pays, la présidence congolaise a annoncé des négociations directes imminentes entre le mouvement rebelle du M23 et le gouvernement congolais de Kinshasa. C'est le thème majeur de For You Matin, édition du 13 mars 2025. Bienvenue à toutes et à tous. Heureux d'être en votre compagnie, amis téléauditeurs, pour cette nouvelle édition de For You Matin sur les antennes de For You Média Africa. Nous allons ouvrir avec le conflit russo-ukrainien. L'Ukraine s'est dit prête donc pour ouvrir des négociations, notamment un cessez-le-feu de 30 jours proposé par les États-Unis au terme des discussions qui sont détenues du côté de Jeddah. On n'attend plus que la réaction de la partie russe, même comme celle-ci indique qu'elle n'a pas eu des préalables au sujet de ces discussions. Elle attend encore d'avoir d'autres informations. Ce sont les propos notamment de l'ambassadeur de Russie du côté de la France qui s'est donc exprimé sur un média français. Que va donc faire Moscou au terme de ces discussions? Quelle est la véritable posture que va adopter l'Ukraine et même les États-Unis, qu'il faut le souligner, ont des intérêts du côté de l'Ukraine. Nous tenterons de comprendre cela au cours de cette émission. Et puis nous allons nous intéresser à la crise qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo, Nord Kivu, le Sud Kivu, toute cette partie donc qui est emprunt à notamment des ressources minières qui sont inégales dans le monde, est sujet d'un conflit depuis plus de 30 ans, mais ces dernières heures, le conflit a davantage pris de l'ampleur avec le M23 qui a donc eu à siéger ces différents secteurs, volant même jusqu'à marcher du côté de Kinshasa. Après moult, il faut le dire, engagements pris du côté de Kinshasa par le président Félix Tshisekedi, que ce soit des appels à la communauté internationale ou encore l'annonce à une unité nationale. Le président qui se disait pas d'accord à pouvoir engager des discussions avec le mouvement rebelle du M23, finalement s'est dit favorable à cela. Qu'est-ce que cela sous-tend? Félix Tshisekedi est-il revenu là où il fallait aller pour un départ? Est-ce que l'État est à genoux s'il fallait démontrer la toute-puissance de celui-ci? Ou encore, le plus important, c'est bien sûr les vies humaines qui sont en danger. Des questions qui certainement trouveront réponse au cours de cette édition de For You Matin. Ils sont trois avec qui nous allons tenter de comprendre et analyser ces différents sujets. D'abord avec nous ici en présentiel, Dr Yam Timba, économiste et chercheur. Bonjour, bienvenue. Bonjour M. Moha, bonjour à mes copanélistes et bonjour à ceux qui nous font l'honneur de nous écouter et de nous regarder ce matin. Merci à vous. Autres intervenants du côté de Bruxelles, ils sont même deux. On commence d'abord par Henri Atangana. Il est analyste et journaliste indépendant. Monsieur, bonjour, bienvenue. Et bonjour, merci de m'avoir invité. Bonjour à mes copanélistes. Bonjour à M. Yam Timba que vous avez déjà présenté. Bonjour à la famille panafricaine et merci de m'avoir invité sur For You Média Africa. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Le dernier intervenant au cours de cette émission, c'est le professeur Pini Sassaï. Il est politologue. En ce moment, il se joue du côté de Bruxelles comme vous, Henri Atangana. Professeur, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à mes copains panélistes, bonjour
Docteur Yam Timba, bonjour à Tangana, mon ami. Et je salue tous ceux qui travaillent avec vous ainsi que tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je vais rester avec vous, docteur Pini Sassay. Ce 11 mars, donc, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est dit favorable. J'allais dire, hein, on va parler avec vous tout à l'heure de la question de la RDC. J'ai failli justement le mettre en avant, mais on va rester néanmoins avec vous. L'Ukraine, donc, qui est favorable à travers les négociations qui sont du côté de Djeddah. Il y a quelques heures de cela, un cessez-le-feu de 30 jours. Première analyse, professeur Pini Sassay. Est-ce que finalement, le président Volodymyr Zelensky est revenu à la raison? Mais on peut dire qu'il est effectivement revenu à la raison après le crash qui a eu lieu à Washington, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, au moment où le président Trump lui de supplier presque d'accepter un cessez-le-feu, d'accepter même une médiation de paix, d'ailleurs de signer des accords de paix, et lui ne voulait pas. Il a été un peu comme entraîné dans cette position par les dirigeants européens qui l'ont amené à gauche et à droite. Maintenant, je crois qu'il revient un peu à la raison et il est allé là où les Russes étaient déjà partis, s'étaient déjà mis sur la table avec les Américains, en Arabie Saoudite, au même endroit, pour essayer de donner son point de vue, sa raison ou ses raisons. Donc, finalement, je crois que c'est très bien d'avoir accepté qu'il y ait une trêve pendant ce temps qu'on puisse bien négocier pour arriver à une véritable paix. Ça va trop durer, comme aussi bien pour le cas dont on va parler par après, celui du Congo. C'est la même chose, il y a toujours des vies humaines qui sont fauchées. Et une vie humaine qui est fauchée, elle est fauchée pour toujours. Pas une personne humaine qui meurt, elle est morte. Donc là, c'est fini. Pourtant, il faudra mieux que les personnes humaines vivent. Nous naissons pour vivre et non pas pour mourir, et que l'on soit militaire ou pas. Et il est possible dans notre monde qu'on puisse vivre en paix. Donc c'est ce que tout le monde demande. Et il faudra que les dirigeants comprennent cela. On ne dirige pas les cadavres, on dirige plutôt des gens qui vivent. Donc il est temps, effectivement, que le président Zelensky revienne à la raison, qu'il n'a pas les cartes à main. Je crois qu'on le lui a rappelé à Washington. Il n'a pas les cartes à main. Il doit accepter la réalité qui est là et signer les accords de paix pour que son pays retrouve la paix, parce que c'est surtout son pays qui doit retrouver la paix. Et je crois que là, c'est important qu'il ait compris enfin cette donnée-là. Merci à vous, professeur Pini Sassay. Henri Tangana, on continue avec vous. Est-ce que un cessez-le-feu de 30 jours accepté par Kiev annonce automatiquement un accord de paix qui se profile à l'horizon? Oui, non, oui. Enfin, nous sommes encore en train de jouer. Je l'avais dit la dernière fois, si vous vous souvenez bien, que c'était une mise en scène. Je vous avais dit la dernière fois que l'Ukraine va signer. Vous savez, je vous l'avais dit, que le clash même là était... En fait, dans la diplomatie, il y a beaucoup de sauver la face. C'est-à-dire que les dirigeants peuvent décider d'aller à quelque chose en sauvant la face. Alors, pourquoi est-ce que je parle de mise en scène? D'abord, quand j'ai vu ce truc, parce que ça ne se passe pas comme ça à l'international, les gens reçoivent des émissaires, reçoivent des dossiers, discutent. Et quand on se lève pour aller, on se lève parce qu'on a déjà une résolution, on va signer. On ne vous dit pas venez, c'est pendant notre débat qu'en 30 minutes vous allez signer un accord sérieux. Soit, j'ai failli reprendre la phrase de M. Yamtimba, soyons sérieux. donc, vous arrivez, vous signez, parce que, alors il arrive, et ça s'est passé comme si on attendait
c'est comme si on allait négocier là et que c'est à la fin de la négociation qu'on allait signer. Allez, c'est quand même loufoque. Et j'ai dit que c'était une mise en scène. Et j'avais dit que Zelensky allait signer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Zelensky est reparti, même s'il y avait une part de vrai aussi, hein, une mise en scène, une part de vrai. Il est reparti, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les États-Unis ont enlevé la participation au renseignement militaire de l'Ukraine. Et qu'est-ce qui s'est passé après? De ce que tout le monde pouvait savoir. Comment pouvait-on ne pas imaginer que la Russie allait progresser si l'Ukraine n'a pas le renseignement militaire? Ça, tout le monde le prévoyait, Zelensky aussi. Donc, ce qui s'est passé, c'était prévisible. Et puis, il est revenu à Riyad pour non pas signer. Là, M. Trump, parce qu'il faut quand même savoir que c'est Trump qui a proposé à Zelensky une trêve de 30 jours. Je dis d'abord les faits. Et comme par hasard, Zelensky donne son accord et renverse la situation du point de vue de la communication. Il va dire, si la Russie veut vraiment la guerre, que la Russie signe. Vous voyez comment il y a un renversement de communication. C'est la première étape. La deuxième chose, c'est que, sur le fond, pourquoi 30 jours? Le plus petit géostratège militaire, c'est que la trêve, c'est pour souffler. La Russie a le droit de penser que cette trêve de 30 jours, c'est parce que l'Ukraine a besoin de souffler et reprendre les forces, se réorganiser pour revenir. Pourquoi pas commencer vraiment de véritables négociations pour la paix? Pourquoi une trêve de 30 jours? Si je suis sur un combat avec vous et que j'ai l'avantage, je ne vais pas, si vous êtes sur un ring de boxe avec moi, je sens que vous n'avez plus vos jambes, je ne vais pas dire, bon, save by the gong, que le gong arrive là pour que tu ailles te reposer, que tu reviennes beaucoup plus fort. Je vais essayer de te terminer. Ou alors, je vais essayer qu'on te déclare KO, technique. C'est tout le problème. Alors pourquoi 30 jours? Pourquoi ce truc-là? Oui, 30 jours pour faire quoi? Et pour faire quoi après les 30 jours? Après les 30 jours de trêve, on recommence la guerre ou alors on passe à autre chose? En tout cas, le calendrier ne nous est pas donné, je sors par là. Merci à vous, docteur Yam. Il y a deux éléments. Je crois que je vais d'abord évoquer le premier avec vous et puis on va encore rester avec vous avant de poursuivre avec les autres. 30 jours d'un cessez-le-feu. J'évoquais justement avec Henri Atangana, si cela annonçait un accord de paix qui devait être signé à l'horizon, mais quand on l'écoute, il évoque le fait justement que c'est comme si l'Ukraine voulait prendre du souffle, même si on n'y est pas encore allé. Mais derrière justement ce cessez-le-feu, il y a que les États-Unis en retour ont remis à jour l'aide militaire qui avait été suspendue, même s'il y a d'autres accords, par exemple les accords stratégiques sur les minerais. Est-ce qu'on peut souligner que c'est un cessez-le-feu qui tend vers une conclusion à la paix ou tout simplement c'est un cessez-le-feu pour que réellement l'Ukraine et Volodymyr Zelensky puissent justement souffler? Ouais, écoutez, deux choses. La première, 90% des minerais dont les Américains parlent et que visaient les Français et les Anglais se trouvent dans les parties ou dans la partie de l'Ukraine contrôlée par la Russie désormais et dans laquelle se sont formées des républiques autonomes qui se sont constituées par référendum, qui sont liées, unies à la Russie par référendum. Donc, ils n'ont plus de moyens de négociation. Deuxième chose, pourquoi 30 jours? Mais vous vous souvenez de Maïdan en 2014? Il y a eu Maïdan 1, Maïdan 2. Pourquoi est-ce que les Russes leur feraient confiance cette fois-ci? Puisqu'ils n'ont respecté aucun accord, ils n'ont rien respecté. Et il y a des journalistes russes qui laissent penser que si Macron avait lu ces accords, il gesticulerait moins. Donc, il n'y a aucune raison d'accepter un cessez-le-feu de 30 jours. Pour quelle raison on accepterait un cessez-le-feu de 30 jours? Les Américains soutiennent cette demande d'un cessez-le-feu de 30 jours parce que ça leur permet d'avoir des positions de négociation beaucoup plus solides. C'est très malaisé de négocier en position de faiblesse.
Et les Ukrainiens, pardon, qui avaient pu conquérir, à peu près occuper 1000 km² de territoire russe dans la région de Koursk, en sont pratiquement expulsés. Et donc, les stratèges américains disent, mais si l'armée ukrainienne est totalement expulsée du territoire russe, alors, quels sont les éléments solides sur la base desquels on pourra négocier? Il y a dans la tradition européenne un principe, le vainqueur de la guerre prend tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce conflit, les Russes tiennent absolument, je crois que les Ukrainiens tiennent encore sur quelques dizaines de kilomètres carrés, les Russes tiennent absolument à les sortir de leur territoire. Et dès que les Russes auront réussi cela, et je crois que ça va se faire très rapidement d'ici quelques temps, dès que les Russes auront réussi cela, les termes de la discussion seront des termes, c'est-à-dire que des termes dictés par les Russes. Et les Américains ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas du tout que les Russes, qui ne veulent pas se retrouver contraints de regarder les Russes mener les débats. Et au fond, la communication que tente de renverser Zelensky, il n'y arrive pas. Même, ou Marc Rubio, il n'y arrive pas parce que la façon dont les Russes leur répondent donne le sentiment que eux, soit ils ne maîtrisent pas la situation, soit ils sont désespérés. Et le reste du monde les regarde en disant « Ah oui, les Américains sont désespérés. » Parce que vous avez vu la fougue, ils sont arrivés, ils ont demandé à M. Zelensky d'arrêter, ça va continuer. Là, non, tout d'un coup, ils rétablissent leur aide militaire. Mais vous rétablissez l'aide militaire pour quoi faire? Pour aller attaquer les Russes. Or, et vous demandez une trêve. Mais la trêve, le cessez-le-feu de 30 jours, ça rappelle Maïdan. Vous allez réarmer, et François Hollande avait été clair là-dessus, c'était pour permettre à l'Ukraine de se réarmer. Après les 2 défaites que leur armée avait subies dans les zones occupées, les zones dans lesquelles se trouvaient à l'époque les séparatistes. Et donc là, ils veulent se réarmer en 30 jours et revenir donc un peu plus fort pour pouvoir, si vous voulez, aller aux négociations dans une position de moindre faiblesse, parce qu'ils seront toujours faibles en réalité. Et là, les Américains vont tirer parti de toutes les leçons apprises sur le terrain. Les Russes mènent la danse, mais ils ont aussi leurs faiblesses. Donc, toutes les leçons apprises sur le terrain, on va essayer d'y répondre et de les exploiter et de répondre donc aux défis réels sur le terrain. La difficulté, c'est que pourquoi les Russes laisseraient les gens exploiter, laisseraient un tel avantage à ceux qui sont en face d'eux. Donc, ce cessez-le-feu, les Russes leur opposent toujours l'accord qui avait été obtenu dès 1 mois après le début du conflit, mais ce sont eux-mêmes qui ont assassiné le négociateur en chef. Et Boris Johnson, sur ordre de Washington, est allé à Kiev demander à M. Zelensky de ne pas signer cet accord. Et les Français et je crois les Anglais et les Allemands avaient donné des garanties à la Russie, qui avait pratiquement occupé Kiev, puisque c'était dans les faubourgs de Kiev, de laisser et qu'ils allaient arranger la situation. Et dès que les Russes sont partis, ils ont relancé le conflit. Donc, je crois que il est évident pour les Russes que ça, c'est comme on appelle dans ce domaine, c'est du pipi de chat, donc ils ne vont pas en boire, et que la position du Kremlin est certainement la position est une position inflexible. Mais d'un point de vue global, du point de vue de ceux qui sont extérieurs au conflit comme nous, mais la position du Kremlin est la position la plus structurée. Elle est la position pour une fin définitive du conflit, pour une paix globale et pérenne. Elle est une position qui demande que les Russes et les Ukrainiens, finalement, cessent de se battre, mais également que les Américains et les Européens puissent, avec eux, trouver un terrain d'entente qui permette de détendre, qui permet une détente durable. Si les Européens en sont à faire des propositions farfelues, comme par exemple, oui, l'Ukraine pourra entrer dans l'Union européenne, mais seulement en 2030, ils n'essaieront plus d'entrer dans l'OTAN, on va faire tout. C'est farfelu.
Les Russes ne sont pas prêts à écouter ce genre de sornettes. Parce que pour les Russes, soit on fait une paix définitive, soit on n'en fait pas. Et dans ce cas, si on n'en fait pas, ben on continue la guerre. Et Trump, qui avait bien compris le risque, le danger que cela représente, à savoir que si on n'a pas un cessez-le-feu définitif, eh bien, ce qui risque de se passer, c'est quoi? Ce qui risque de se passer, c'est que la Russie sera obligée de conquérir totalement l'Ukraine. La Russie va être obligée d'envahir l'Ukraine parce que ce sera la seule manière de mettre définitivement fin à ce conflit. Les Occidentaux n'ont pas envie, devant le reste du monde, de présenter le visage de cette défaite-là, qui est pratiquement actée, mais qui pourrait être encore plus grave. Et de l'autre côté, le peuple ukrainien, je ne suis pas sûr qu'il a besoin de ça. Aujourd'hui, on suppose que 20 à 30%, peut-être 40% de la population ukrainienne a fui le pays, qu'il y a eu plus d'1 million de morts du côté ukrainien, que les infrastructures industrielles sont pratiquement détruites et que les infrastructures de transport sont pratiquement détruites, tout ce qui est électricité et télécommunications. Est-ce que c'est ça, vraiment, que l'Ukraine, le président ukrainien veut pour son peuple? Le drame, c'est qu'il est en otage et il ne peut pas réagir. Donc, ce cessez-le-feu, c'est un peu farfelu. Et c'est une tentative, certes, de reprendre la main sur le narratif et sur la communication autour de ce conflit, mais je crois que ça a échoué et qu'aujourd'hui, la Russie, de par sa fermeté, montre la voie dans ce genre de situation et montre qu'il faut savoir aller vers des solutions qui ont une valeur morale, vers des solutions qui sont éthiques, vers des solutions qui sont des solutions du bien et pas avoir des solutions, si vous voulez, qui sont en réalité de la sournoiserie, de l'hypocrisie et des solutions qui peuvent que le mal va perdurer. Et je crois que le choix du reste du monde est bien fait. Nous voulons du bien pour le peuple ukrainien, pour le peuple russe et pour le reste de l'humanité. Professeur Pini Sassay, au regard des analyses que vous soulevez, je parle l'ensemble du panel, sommes-nous donc là face à un cessez-le-feu qui est totalement biaisé? Et quelle est la lecture que vous faites du jeu des États-Unis qui semble ne plus être franc si l'on ne venait qu'à écouter Henri Atangana et Dr Yamb? Bon, je ne pense pas que les États-Unis gagneraient à ne pas être francs. Bon, c'est vrai que, en ce qui concerne les États-Unis, le problème, c'est que chaque exécutif qui arrive a sa politique et il semble qu'il n'y a presque pas de continuité dans ce qu'ils font. Chaque président qui arrive peut détricoter ce que son prédécesseur avait fait et que dans ce cadre-là, effectivement, ceux qui doivent négocier avec les Américains doivent être toujours sur leur garde par rapport à ce qui va arriver par la suite. Mais je crois que pour le moment, le président Trump, il a bien montré que pour lui, le grand problème, c'est les 350 milliards de dollars que les Américains ils ont mis dans cette guerre et qui ne leur ont pas tellement profité pour lui. Il estime que ces 350 milliards doivent être payés aussi d'une façon ou d'une autre, doivent être remboursés d'une façon ou d'une autre pour qu'il puisse savoir avoir des cartes en main par rapport à sa politique intérieure, par rapport à son propre peuple là-bas en Amérique. Et il reste sur cela, il reste sur cette voie. Pour lui, c'est le peuple américain d'abord. Ce n'est pas le peuple ukrainien, c'est d'abord le peuple américain. Et pour cela, il faut que cette guerre-là puisse s'arrêter pour qu'il puisse avoir les moyens de sa politique intérieure. Parce que l'Ukraine occupe beaucoup l'exécutif américain. On l'a vu avec le précédent. Il était presque entièrement tourné vers l'Ukraine que vers son propre peuple. Donc je dis par rapport à cela, les Américains ne peuvent pas se démettre et revenir à cet engagement parce qu'il y a quand même le peuple américain qui est là derrière. Donc ici, c'est qu'il faut amener les deux protagonistes à la table de négociation, parce que c'est eux qui doivent négocier tous les deux. Les Américains ont d'abord vu les Russes, ensuite maintenant ils ont vu les Ukrainiens, les présidents ukrainiens. La prochaine étape, ce serait d'essayer de les mettre ensemble. Ici, la proposition, effectivement, elle vient
de l'Ukraine et de l'Europe, en fait, d'avoir une trêve de quelques jours. Mais c'est ce qu'ils vont mettre sur la table de négociation. Et la Russie viendra avec ses propres propositions aussi sur la table de négociation. Et je crois qu'on va voir ce que ça va donner, mais ce que l'on entend, c'est plutôt la paix définitive. Et je crois que le grand problème, c'est de savoir pourquoi ce conflit. Qu'est-ce qui a amené le conflit? Qu'est-ce qui a amené d'abord l'Ukraine à attaquer la Russie dans les années 2014, comme on a bien souligné? Et qu'est-ce qui a amené la Russie à riposter en 2022? Donc, presque 10 années après. Donc, le problème, il est là. Donc, il faudra trouver des solutions par rapport à ce qui a amené les conflits de part et d'autre pour qu'on puisse trouver qu'il y ait de véritables résolutions et qui vont mettre définitivement fin à ces conflits. Parce qu'il faudra qu'il y ait une fin définitive. Ça ne sert à rien de réarmer. Je ne pense même pas que les États-Unis vont réarmer maintenant l'Ukraine. C'est peut-être des effets de langage, mais je ne pense pas que dans le fait, cela va se réaliser. Je ne pense pas qu'ils aient intérêt à le faire, même s'ils le disent. Mais je pense que c'est ce qu'ils veulent et c'est ce que tout le monde cherche, c'est qu'il y ait une paix durable et véritable, non seulement pour l'Ukraine, mais pour le reste du monde, parce que maintenant, ce conflit en Ukraine, il déstabilise le monde entier. Or, il faudrait que le monde soit quand même en paix et que les gens puissent vivre normalement. Et ne pas être dans une guerre interminable. Celle-là, le président américain a dit qu'il y avait risque d'une troisième guerre qui serait mondiale. Vous imaginez? Avec tout ce qu'on a comme armement maintenant, s'il y a une guerre mondiale, qu'est-ce qui va arriver à de nombreux peuples, à de nombreux enfants qui naissent, à de nombreux jeunes? Donc nous voulons un autre monde, un monde de paix, où nos jeunes qui arrivent vont vivre normalement et non pas dans un monde où il ne faudra pas que ceux qui vont venir trouver un monde en ruine totale. Donc je crois que c'est à cela que tout le monde est appelé, aussi bien du côté ukrainien que du côté russe. Et je pense que les Américains, c'est pas il faut les féliciter, si l'exécutif actuel essaye de son mieux d'aller dans ce sens-là. Espérons qu'ils vont y revenir, mais il faut qu'ils soient effectivement cohérents et qu'on puisse rester dans la cohérence par rapport à la Russie qui elle, est sur le terrain et qui a tous les éléments. Mais je crois que le président Donald Trump l'a dit, la Russie a tout en main. C'est la Russie qui va finalement dicter comment les négociations vont avoir lieu. Mais la Russie a déjà montré par le passé qu'elle voulait la paix. Elle a déjà été en Turquie pour la paix, elle a déjà été à certains autres endroits pour essayer de négocier la paix, mais c'est plutôt la partie ukrainienne qui ne voulait pas. Maintenant, si l'Ukraine revient sur la table de négociation, et voilà, je crois que la Russie a des arguments à amener pour imposer une véritable paix dans la région et dans le monde. Merci à vous. Henri Tangana, d'abord une lecture simple avant de vous poser une question par la suite qui sera également presque identique à celle que je vais poser au docteur Yam. Vous y croyez, vous d'abord, à la sincérité des États-Unis dans ces sortes de négociations qui ont été engagées? Si nous retirons les propos de Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État américain, il a dit, je cite, « Aujourd'hui, nous avons fait une proposition que les Ukrainiens ont acceptée, qui est de commencer un cessez-le-feu et des négociations immédiates. » Et avec le docteur Yam, je le disais tout à l'heure, après que ce cessez-le-feu proposé justement par l'administration américaine, Zelensky a eu à accepter, mais il y a eu justement la mise à jour de la suspension de l'aide militaire américaine. Oui, même si pour négocier, il faut essayer d'avoir la main. Il faut essayer d'avoir des éléments qu'on met sur la table. Et quand on n'a pas d'éléments à mettre sur la table, on est en situation de faiblesse, on ne négocie pas, on subit. On signe la reddition, on signe l'échec. Voilà, donc on peut quand même imaginer que le camp Zelensky, en tout cas le camp américain, parce que
Il ne faut pas perdre de vue une chose. C'était une guerre de l'OTAN contre la Russie. Je le redis, c'était une guerre de l'OTAN contre la Russie. Ce n'est pas Zelensky qui a perdu, c'est l'OTAN. Quand vous avez compris ça, l'Ukraine était comme proxy. Vous comprenez très bien comment Trump va essayer de négocier. Quand Trump dit, on a proposé une trêve de 30 jours à l'Ukraine. Non, non. Trump dit, je propose une trêve de 30 jours. Je vous avais bien dit, Zelensky va accepter tout ce que Trump demande. Tout le reste, là, est du tralala. On en est là. J'ai proposé, il a accepté. Sinon, j'ai rétabli l'aide militaire, voilà, pour démontrer qu'on a une certaine influence sur le cours de la guerre. Mais quand vous voyez la dernière attaque que les Russes ont fait en passant par le pipeline, avec l'aide du renseignement, sans aide du renseignement, je pense que l'attaque aurait réussi. Hein. Je sais pas. Parce que même avec les satellites en haut, des militaires qui passent dans un pipeline vide, bon, avec les satellites, ils ne voient pas. Le satellite, actuellement, ne peuvent pas détecter ce genre de mouvement de troupes. Donc, en tout cas, ils essaient d'avoir la main pour négocier la fin de la guerre, en essayant de sortir la tête haute, aussi. Comme dans toute forme de négociation. C'est ça qu'ils essaient de faire. Bon, la Russie va comprendre ça. La Russie va aussi voir comment elle gère ça. Est-ce qu'il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine est judoka? Et la particularité du judo, c'est que quand tu essaies de me mettre par terre, j'utilise ta propre énergie pour te renverser. On attend ce que Vladimir Poutine va dire. Mais je ne pense pas qu'il va se laisser avoir par ça. Soit il va faire une contre-proposition qui permet de garder la main, soit alors il va... En tout cas, on attend la proposition. Mais je ne pense pas que la façon... Enfin, pour l'instant, on n'a pas de calendrier et on ne lit pas encore des intentions. Pour l'instant, ils jouent tous au chat et à la souris, les Américains comme Zelensky. Parce que venir proposer une trêve de 30 jours, c'est comme si on ne connaît pas la situation sur le terrain. La situation sur le terrain est connue. Là, il faut rentrer dans de vraies négociations et pouvoir définir le cadre de négociation, le calendrier de négociation et tout ce qui s'ensuit. Là, non. Là, ils jouent encore au chat à la souris. On attend, en tout cas, la réaction de la contre-proposition de la Russie. Donc, pour sa réaction. On attend la contre-proposition de la Russie. Docteur, lorsque Volodymyr Zelensky souligne ces propos qui ont d'abord été évoqués tout à l'heure, l'Ukraine est prête pour la paix, la Russie doit montrer si elle est prête à mettre fin à la guerre ou à la poursuivre. Henri Atangana l'a évoqué précédemment. Vous également, vous avez tenté de démontrer le renversement de la communication de Volodymyr Zelensky qui ne passe pas du tout. Mais dans le fond, on a quand même l'impression que M. Zelensky semble avoir pris une certaine hauteur. Et il y a un peu de l'assurance en lui, comme si peut-être il avait la maîtrise de quelque chose, et indiquant que avant justement que la communication soit rendue publique autour de ce cessez-le-feu, il y a eu des frappes, notamment de l'Ukraine, du côté notamment de course. Est-ce que cela voudrait dire par là que cette Ukraine, pendant qu'elle a fait appel à un cessez-le-feu, profite d'une position calme de la Russie ou encore de certaines autres postures pour tenter de faire son one-man show? Mais écoutez, le conflit n'est pas achevé. On est seulement dans des propositions. Donc, pendant ce temps, chaque partie essaye de faire ce qu'elle peut pour maintenir les positions actuelles et être certaines de négocier en position de force. L'élément central dans cette, si vous voulez, dans ces échanges, les uns plus toniques que les autres, c'est la position dans laquelle on va négocier. Position de force ou position de faiblesse. Donc, les Ukrainiens, M. Zelensky ne fait rien, il n'a rien changé. On lui a dicté qu'un certain nombre de choses à Riyad et il ne fait que les répéter. Et ces choses qu'il ne fait que répéter,
l'enfonce davantage aux yeux des Russes. Parce que la question, ce n'est pas ce que l'Ukraine pense, ce que l'Ukraine veut. Personne ne tient compte de ce que l'Ukraine dit. Les Américains les écoutent probablement. La Russie a été claire. Elle ne négocie pas avec l'Ukraine parce que ce n'est pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le secrétaire d'État américain a été clair. Ce n'est pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est une guerre de proxy. Donc les Russes disent, nous vous avons donné votre chance au début de refuser cette guerre de proxy qui a détruit votre pays. Vous l'avez refusé, maintenant nous allons négocier avec vos commanditaires. Et les commanditaires de cette guerre, on le sait désormais, c'est les États-Unis. Donc tout ce que M. Zelensky dit, le renversement de communication, tout ce qu'il veut raconter, c'est pour lui. Est-ce que les Russes, ça les intéresse de l'écouter? Ils ont déjà dit qu'ils ne l'écoutent pas, ils ne parlent pas avec lui. Donc il gesticule autant qu'il peut, les Russes ne vont pas parler avec lui. Sauf que c'est inquiétant. Oui, on va voir si la Russie veut la guerre, la Russie veut la paix, mais ça c'est des enfantillages. Faites de petits chantages d'enfants en disant oui, nous proposons ceci et on va voir. Et le secrétaire d'État américain vient dire oui, on verra quel est l'obstacle à la paix. On va poser la proposition, cesser le feu sur la table. On dit voilà ce qui est sur la table. On ne parle pas comme ça à une grande puissance. Allez parler comme ça aux colonies, pas à une grande puissance. Vous venez dire à une grande puissance, voilà ce qui est sur la table. Soit vous êtes novice en politique et en géostratégie, vous ne comprenez même pas dans quel monde vous êtes. Soit vous êtes purement et simplement quelqu'un qui croit que la surenchère est une technique de négociation. Soit vous êtes quelqu'un qui, au fond, n'a aucune solution à proposer et dont vous jouez. Sauf qu'on ne joue pas avec des stratèges comme les Russes. Et on ne joue pas avec une grande puissance. Une grande puissance a des experts en stratégie de tout niveau, de tout type et de tout genre. Et vous ne pouvez pas jouer comme ça. Je crois que les Russes doivent être en train de sourire en se disant, bon, quand ils vont finir par s'organiser, ils nous feront une proposition et on verra. Parce que pour le moment, ils jouent, ils cherchent confusément une voie, ils essaient de trouver ce qu'ils peuvent nous dire, mais ils n'arrivent à rien dire de concret. Donc si c'est ça qu'ils ont sur la table, eh bien la table c'est pour eux tout seuls. Nous on va pas aller, les Russes ne vont pas aller s'asseoir autour d'une table vide. Parce que cette proposition-là, c'est une proposition vide, pas quelque chose qu'on pourrait regarder. Donc, il n'y a pas, actuellement, je n'ai pas essayé de démontrer un renversement ou une tentative de renversement de communication. Ce que fait M. Zelensky, c'est purement et simplement du n'importe quoi. Personne n'écoute ça. C'est-à-dire des gens sérieux n'écoutent pas ce qu'il fait là. On le regarde, on dit, mais voilà ce qu'on lui a dicté à Riyad, compte tenu de ce que M. Rubio a dit, et il le répète, et sa façon de le répéter, évidemment, est très comique, et c'est mauvais. C'est mauvais parce que les autres n'ont pas 1 million de leurs concitoyens qui sont morts. Le peuple ukrainien, dans la situation actuelle, il ne faut pas croire, les hommes de bien ne peuvent pas se moquer du peuple ukrainien. Tous ceux qui font attention à l'humanité, font attention au fait que les êtres vivants sur cette terre doivent être protégés par tout le monde et qu'il n'y a aucune raison que les gens meurent par millions, ces gens-là qui font attention au peuple ukrainien, au peuple palestinien, au peuple de RDC et à tous les autres peuples comme ceux de l'AES et ceux du Cameroun qui subissent malheureusement ces guerres de proxy. Croyez-moi, ça ne nous fait pas rire du tout parce que les Ukrainiens ont besoin de paix. Ils ont besoin de construire leur pays. Nous avions des étudiants africains qui étudiaient là-bas. Qu'importe, les conditions n'étaient peut-être pas extraordinaires, mais nous avions des étudiants africains qui étudiaient là-bas. Et pour nous, c'est un moment, c'est une opportunité de lancer un appel et de dire il faut qu'on arrête de mettre en danger le peuple ukrainien. Dans tous les pays du monde, la mise en danger de la vie d'autrui est un crime. Tous ceux qui mettent en danger la vie des Ukrainiens, c'est des criminels. Et il faudrait
qu'ils comprennent le message que les Russes leur envoient depuis toujours, que le Kremlin leur envoie depuis toujours, le langage que leur tient le président Poutine et qui est relayé par le ministre Lavrov depuis toujours. Nous voulons la paix, il faut qu'on fasse la paix. Et l'Ukraine, c'est les origines des Russes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas détruit Kiev en 2022. Et c'est pour ça qu'ils ont proposé un accord de paix en 2022. Mais personne n'a suivi. Évidemment, les autres, l'Ukraine... Vous savez, quand les Américains disent « nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'à la mort du dernier Ukrainien », ça veut dire qu'ils sont prêts à un génocide en Ukraine, à organiser un génocide en Ukraine, tant que leurs intérêts sont préservés, tant que leurs intérêts sont protégés. Alors que les Russes sont là, ils se soucient du fait que les Ukrainiens puissent continuer à vivre normalement, en paix avec eux, et non pas à être décimés comme ils le sont aujourd'hui par une guerre de proxy que le peuple ukrainien, manifestement, n'a ni sollicité, ni ne soutient, ni ne veut voir se pérenniser, alors que des intérêts étrangers, américains et européens, occidentaux en général, veulent de cette guerre. C'est quelque chose d'inacceptable. Donc, il n'y a pas... il est temps, je crois, que l'on passe à autre chose. Il est temps, je crois, que la proposition de paix que la Russie avait mise sur la table en 2022, on peut la dépoussiérer, mais c'est le seul document vraiment solide qu'on peut mettre sur la table et dont on peut discuter. Et vous allez remarquer quelque chose. Les gens qui sont venus demander à M. Zelensky d'aller dans le sens de la guerre ne sont plus là. M. Johnson n'est plus là. M. Biden n'est plus là. Et donc, il se retrouve là avec d'un côté un Trump qui au fond ne veut pas de guerre, mais qui risque de commettre une grossière erreur en allant proposer un cessez-le-feu aux Russes, alors que les Russes demandent qu'on fasse une paix définitive et non pas un cessez-le-feu. Ce qui veut dire qu'il commence à écouter certainement, compte tenu des désagréments qu'il rencontre depuis un certain temps sur les réactions brutale sur le plan économique, il commence certainement à vouloir penser que l'empire américain ne devrait pas être déstabilisé définitivement, alors que son travail contre le deep state américain, contre l'USAID, contre ces outils de déstabilisation internationale des États-Unis est un combat louable. Et il faut qu'ils maintiennent le cap. C'est ça qui va sauver l'Amérique. C'est ça qui va sauver les États-Unis. Ce n'est pas cette espèce de Pax Americana, ce n'est pas du tout cette espèce d'arrogance américaine qui a provoqué cette guerre en Ukraine qui va sauver les États-Unis. Ce qui va sauver les États-Unis, ce qui va nous éviter le risque que lui-même pointait dans le bureau ovale, à savoir une troisième guerre mondiale, c'est de reconnaître que il y a une grande puissance en face qui s'appelle la Russie et que cette grande puissance, malheureusement, on ne la traite pas, on ne gère pas avec elle, on ne discute pas avec elle, on ne se positionne pas avec elle comme ils le font avec l'Ukraine. Ce n'est pas les pays de même niveau, ce ne sont pas les pays de la même puissance et il est temps de savoir que un nouveau monde, tel qu'ils ont essayé d'en discuter à Riyad, doit émerger de cette guerre-là. Et ce nouveau monde est un monde, entre autres choses, de respect et de convivialité. Merci, professeur Pini Sassaï. Un mot pour sortir. On va aura également un mot. Mais pour que vous sortiez, je vais vous demander de donner un peu votre regard sur peut-être, comment je vais dire, cette situation, profiter de la part des Européens, notamment la France. Le ministre des Affaires étrangères, Alain Barrot, qui a également au cours d'une rencontre hier indiqué que l'on attendait désormais ce que la Russie devrait faire. Le ballon était dans le camp de la Russie. Est-ce que c'est toujours vouloir se prévaloir d'avoir une place ou d'être un leader au sein de l'Union européenne, cette attitude de la part du diplomate français ou du chef de la diplomatie française? Peut-être, mais je crois que la vérité est que c'est la Russie qui a les cartes en main. C'est la Russie qui va dicter la ligne à suivre, la conduite à suivre à tout le monde. Parce que le président Trump l'a dit clairement
que c'est la Russie qui a les cartes en main, en tout cas de toute façon. Donc l'Ukraine, dans leur camp, à eux, pour reprendre l'expression d'Atangana, leur camp, le camp de l'OTAN, ben, n'a pas les cartes en main. L'OTAN a perdu la guerre. Et Trump dit que l'OTAN a perdu de l'argent. Les États-Unis ont perdu de l'argent dans cette guerre. Donc ils ont presque tout perdu. Et maintenant, c'est pas que la Russie n'a rien perdu, mais la Russie, si elle a perdu, la Russie a perdu peut-être des hommes et des équipements. La Russie est restée constante, elle est sur le terrain, elle a gagné une bonne partie du territoire ukrainien, donc elle est là en position de force. Donc c'est elle qui a les cartes en main, c'est elle qui donc ce que dit le ministre français, et que la balle est du côté de la Russie, tout à fait, la balle est du côté de la Russie va leur dire ce qu'elle voudra. Ce que la Russie veut, on le sait, c'est que l'Ukraine reste neutre, que l'Ukraine ne puisse pas entrer dans l'OTAN, que l'OTAN ne puisse pas approcher les frontières de la Russie pour menacer la Russie et vouloir attaquer la Russie, détricoter la Russie comme ils veulent le faire avec le Congo. Ça, la Russie ne veut pas. La Russie a refusé cette façon de faire. Donc, c'est comme ça que la Russie a résisté et la Russie a attaqué. Et finalement, la Russie a vaincu. Donc, la Russie est restée maîtresse d'elle-même, maîtresse de son territoire. Et son territoire n'est pas du tout à négocier avec qui que ce soit. Donc, voilà, donc, le territoire reste pour les Russes. Les richesses russes restent pour les Russes. Et c'est comme ça. Donc, les Français, les Britanniques, les Américains, ben, qu'ils restent chez eux, qu'ils ne viennent pas en Russie à mener la zizanie. Je crois que c'est ça, finalement, le message que la Russie donne au monde entier, et donc également aux Français qui l'ont compris, et aux autres, que c'est à la Russie de mener, d'être maîtresse sur son territoire et à personne d'autre, surtout pas aux Européens de l'Ouest ni à leur OTAN. Je crois que c'est ça la leçon qu'on doit retenir de ce qui s'est passé là. Et c'est une leçon pour nous tous, pour les Africains que nous sommes également, de comprendre comment est-ce qu'on doit défendre son bien. Quand on a son bien, on a son territoire, on doit le défendre. Et c'est une leçon pour les Congolais, on va en parler. Mais je crois que la leçon, c'est celle-là que la Russie donne à tout le monde, que son pays, on le défend. Son bien, on le défend. On ne laisse pas n'importe qui venir mettre son nez dans ce qui vous appartient. Ce qui est à vous est à vous. Les richesses de la Russie, c'est pour la Russie. Voilà. Donc c'est clair et c'est net. Les États-Unis n'ont pas à y mettre leur nez comme ils voulaient le faire. Voilà. Ils n'ont qu'à aller chercher les richesses là où ils sont. Et je crois que Trump l'a compris. Il dit que maintenant, ils ont les richesses chez eux, aux États-Unis. Ils ont des minéraux. Ils vont les extraire là-bas et laisser la Russie tranquille, laisser la Russie aux Russes et non pas faire de la Russie un bien ou un territoire otanien. Je crois que c'est ça la leçon. On peut dire bravo aux Russes d'avoir réussi à maintenir cette position et faire comprendre à tout le monde qu'il existe, que la Russie, c'est la Russie, et la Russie est une puissance, comme a dit Dr Yam Timba. La Russie est une puissance qu'il faudra respecter, c'est une puissance sur laquelle il faudra compter désormais, et que tout le monde puisse le savoir. Les Africains aussi, qui puissent savoir qu'ils ont à devenir, il faut qu'ils soient puissants chez eux. S'ils veulent être respectés, il faut être puissant chez soi. Alors, la puissance, on la construit. On peut la construire. On avait donné, la Russie était donnée comme morte après l'effondrement de l'Union soviétique. Ben voilà, la Russie, elle est là. Elle s'est maintenue au bout de nombreux efforts et sacrifices. Ça n'a pas été simple. Donc, c'est possible d'y arriver. Les Africains peuvent aussi y arriver. Nos amis de l'AES et d'autres entités en Afrique peuvent aussi y arriver. Mais il faut pour cela des sacrifices. Il faut pour cela des sacrifices. Ce n'est pas en dansant, en mangeant, en se promenant partout qu'on va arriver à cela. Le président Poutine, ce qu'il peut, mais il travaille dans son propre pays pour élever ce pays-là. Donc voilà la leçon
qui est donné à nos dirigeants africains d'être sérieux par rapport à leur propre travail, de bâtir la puissance africaine. On en a besoin. Merci à vous, professeur Pini Sassai. Henri, également, une lecture de fin sur cette question du conflit russo-ukrainien avec le cessez-le-feu qui a été ouvert. On a eu à évoquer les différentes postures, mais quelles sont justement les dernières leçons que l'on peut tirer en quelques minutes avant d'aller au standard pour cette première partie et revenir évoquer le sujet de la RDC et ouvrir à nouveau le standard? Oui, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? De la scène qu'il y a eu à la Maison Blanche, qu'est-ce qu'on en a retenu? On demande à Zelensky de signer et il résiste. C'est ce qu'on a retenu. En fait, c'était ce qu'on voulait envoyer comme communication, comme la communication non dite, non verbale. Et puis, qu'est-ce qu'on retient maintenant? C'est une rencontre. Et puis après, il y a eu l'arrêt de l'aide militaire de façon générale. Hein. On n'entend pas aide militaire, même pour la fourniture de renseignements. Et puis, on nous explique qu'à Riyad, Washington a fait une proposition à l'Ukraine. L'Ukraine a accepté. On attend la réaction de la Russie. C'est ce qu'on retient. Donc, on essaye de nous montrer que maintenant, c'est la Russie, en cas de refus, qui ferait problème. C'est ça le changement Ce n'est pas un narratif, oui, c'est un narratif non dit. On essaie de montrer, non, l'Ukraine était résistante, maintenant l'Ukraine a accepté, maintenant on attend de Washington. C'est du narratif non dit. Je peux bien dire, ce n'est pas écrit, mais c'est ce qu'on retient. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que derrière ça, il n'y a pas un véritable plan de négociation, il n'y a pas un véritable calendrier. Il y a, enfin, ce qui nous arrive, nous, en tout cas. Maintenant, il faut bien toujours savoir que derrière ces choses, il y a beaucoup de choses dans les coulisses qu'on ne sait pas. Mais on peut deviner à travers des narratifs, à travers les expressions. C'est pour ça qu'on fait des analyses. À partir des faits que nous avons, qu'est-ce que nous devinons de ce qu'il se passe au vu de nos connaissances, au vu de l'histoire, au vu de la géopolitique en général? C'est ça une analyse. J'aime souvent préciser ça pour qu'on ne se trompe pas de but, en tout cas moi quand je m'exprime. Donc très bien. Pour la leçon, je suis très d'accord avec M. Pini qui a dit que ça nous fait une leçon, mais je pense que pour élargir son idée, ce n'est pas seulement à nos dirigeants, mais aux Africains. Parce que les dirigeants ne construisent pas un pays. En tout cas, dans le monde actuel, les dirigeants donnent les grandes orientations. Mais les grosses sociétés qui construisent le pays, que ce soit en microélectronique, que ce soit en télécommunications, que ce soit... C'est très très souvent des sociétés de groupes particuliers. Et c'est très important qu'on réfléchisse à ça, nous, Africains, parce que après les indépendances, nous n'avons pas de capitalistes. Mais parce qu'on n'a pas de capitaux. Donc, il faut faire attention aux doctrines que nous copions. C'est-à-dire, quand un Africain dit « je suis capitaliste », tu as envie de le dire. Mais la notion de capitalisme est née à partir de la révolution industrielle parce que les gens avaient accumulé des capitaux par la traite négrière et tous ces grands trucs. Donc, ils se sont posé la question de la notion de capital et ça a créé cette idéologie de capitalisme. Mais quand on sort des indépendances, il n'y a pas de grande fortune. On est tous petits-fils ou fils de paysans. C'est en 1960 et c'est pas loin. Il n'y a qu'à ce moment-là, ceux qui ont eu la chance d'être M. Tshisekedi, qui était déjà fils d'hommes aisés, il a grandi à Bruxelles, ou M. Sepluvier. Mais la majorité des Congolais sont nés fils et sont actuellement petits-fils de cultivateurs ou de Camerounais. Quand dans ce monde-là, vous dites capitalisme, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut savoir que nous devons avoir une réflexion personnelle africaine qui dépend de notre contexte. Parce que si vous voulez aujourd'hui construire des microprocesseurs au Cameroun, d'accord, l'idée elle est dans vos têtes, mais vous trouvez les capitaux où pour le faire?
Si vous dites que vous voulez les capitaux d'État, moi je vous demande quel est le pays au monde où l'État donne les capitaux pour faire ça. Donc ça veut dire qu'il y a une autre réflexion que nous devons avoir dans la façon dont on regarde nos pays, je pense. Hein. C'est une suggestion à M. Pini, dont je trouve que les réflexions sont intéressantes et je sors par là. Merci à vous. On va aller au standard retrouver M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour, bienvenue. Un grand bonjour à Dr Nyang Timba. Docteur, une fois encore, soyez salués. Je salue M. Atangana et le professeur. Dr Nyang Timba, vous êtes un grand monsieur. Un grand monsieur à qui on apprend à côté. Mais je voulais dire une chose sur la proposition des Américains. Si les Américains veulent jouer au pot du caméléon, je pense que la Russie va forcer la fin de la guerre en utilisant l'arme nucléaire. Ça serait le dernier option de la Russie. Parce que la Russie a été plusieurs fois trahie par le cessez-le-feu. Et après, ils sont allés se réarmer pour reprendre la guerre. Mais ça serait la dernière chance de l'Ukraine. Si Zelensky veut rester en vie, qu'il soit franc, qu'il respecte les accords. Les Américains, s'ils veulent jouer au double standard, c'est-à-dire que vouloir trahir la Russie pour que l'Ukraine s'arme, reprendre tout son esprit et l'armement pour revenir encore attaquer la Russie, ça serait la guerre du nucléaire. La Russie va forcer la fin de cette guerre par l'utilisation de son armement nucléaire. C'est tout ce que je vois sur ce sujet-là. Maintenant, comme l'autre n'est pas encore annoncé, mais on n'aura plus le temps d'appeler. Non, il y aura le temps d'appeler, M. Kofi. On va appeler, on va ouvrir le standard. On va ouvrir le standard. M23. Nous sommes d'accord, parce que nous sommes tous des Africains. Mais dans le cas contraire, si le M23 ne veut pas quitter le territoire occupé, qu'est-ce qu'il va faire? Quelle serait la solution? Parce que le Congo, on ne va jamais accepter que le Congo soit divisé en deux. Maintenant, il veut négocier avec ses frères. Ça, c'est vrai. En Afrique, on négocie toujours avec son frère. On le fait comprendre que son projet-là, c'est contre lui-même. Parce que les Européens, l'Occident a donné l'argent de venir conquérir un territoire et ils vont exploiter. Mais en faisant ça, qui sont ceux qui meurent? Ce sont tes propres parents. Ce sont tes propres parents que tu tues. Maintenant, il faut que ce chef de la rébellion, là, le chef de M23, là, vraiment revienne en esprit pour lui dire qu'il est en train de faire du mal à son peuple, à son propre peuple et à son propre continent. Et ceux qui meurent là, ce sont ses propres frères. Et les Occidentaux sont là-bas, tranquillement. Ils vivent en paix. Ils vivent en paix. L'argent, il n'a qu'à prendre les armes sur Samuel, comment on appelle, Charles Taylor. Ce chef rebelle-là, je lui donne les conseils de prendre les armes sur Charles Taylor. Aujourd'hui, Charles Taylor se trouve où? Charles Taylor, qu'on a donné l'armement d'aller contre Samuel Doe. Après d'avoir fini de tuer Samuel Doe, détruire le Libéria, aujourd'hui, il est où? À la CPI. Donc, je voulais dire à mon frère, là, le chef rebelle de M23, là, de réfléchir à Charles Taylor. C'est M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. M. Ouar, soit salué. Merci. Dr Nyantimba, une fois encore, soit salué pour le travail que tu fais pour les Africains. Monsieur Atangana, soit salué pour le travail que vous faites pour les Africains. Monsieur le professeur, soyez salué, mais je pense que tu dois aussi jouer la médiation entre les frères congolais et que la paix revienne au Congo. C'est M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. On serait peut-être le soir ou bien demain. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
À vous, Monsieur Kofi, juste pour rappeler à nos appelants que nous allons engager le sujet de la RDC. Là aussi, on va ouvrir le standard. Donc, si vous appelez, vraiment, veuillez vous intéresser au premier sujet. Nous avons voulu ouvrir le téléphone pour que, pour chacun d'entre eux, vous puissiez réagir. S'il y a un autre appelant au standard, bonjour, bienvenue. OK. D'accord, je m'appelle M. Yaya depuis Garoua. Par rapport au débat qui est affiché à mon petit écran, je voudrais intervenir le problème russo-ukrainien. C'est là où je me suis beaucoup intéressé. Et puis, bon, à propos de M. Zelensky, c'est un monsieur qui est beaucoup instrumentalisé par les Occidentaux. Surtout les Français et les Royaumes-Unis. Bon, vu ce problème, M. Zelensky n'a aucune expérience politique. Non seulement il n'a aucune expérience politique, il est beaucoup dicté par la doctrine de ce pays qui est hostile à la Russie. Voilà, maintenant, il est en train d'induire son pays dans un chaos. Tout ce qu'il est en train de dire devant les dirigeants, il est dicté, on connaît qu'il est bien dicté. Il doit essayer d'un peu réfléchir. Regarde maintenant de jour en jour, il est en train de perdre son pays, il est en train de perdre son territoire. Non seulement il est en train de perdre son territoire, il doit encore, comment dirais-je, perdre l'économie de son pays en lui proposant des sommes colossaux pour dire tu vas gagner cette guerre. Qu'il essaie de réfléchir, qu'il regarde maintenant depuis le début de cette guerre jusqu'à ce jour. Quel est donc le territoire qu'il a conquis par la force, par l'argent qu'on lui a donné? Qu'il essaie de voir cet argent, de sommes colossaux qu'on lui propose, a produit un fruit. Est-ce que ça a abouti à quelque chose? Rien. Plus on lui propose l'argent, plus il perd le terrain. Non seulement il perd le terrain, il est en train de conduire ses propres compatriotes à la mort. Donc, monsieur le journaliste, excusez-moi, je n'ai pas de mots, mais vraiment je suis désolé par cette attitude qu'il a. Donc, merci beaucoup. Je m'arrête là. Je suis en train de vous suivre. Merci beaucoup. Merci également à vous, puisqu'il n'y a pas d'appelants au standard. Et ça va nous permettre de capitaliser d'ailleurs, d'engager le deuxième sujet. Là, cela permettra au bon nombre certainement de pouvoir s'exprimer sur le sujet de la RDC. On va donc du côté de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais, par la voix, notamment la présidence angolaise, a annoncé donc des négociations directes immédiates entre le M23, qui est porté par Corneille Nangaa, et son AFC, l'Alliance Fleuve Congo, a donc allé vers des négociations avec le gouvernement congolais mené par Félix Tshisekedi. J'aurais bien voulu donner la parole en premier lieu au Dr Yaya Ntimba, mais je préférais que vous exprimiez à la fin parce que cela nous permettrait de faire un peu une sorte de round-up d'analyse. Je vais commencer avec vous, toujours professeur Pini Sassaï. Quand vous avez appris que le gouvernement de la RDC était favorable à une négociation avec le M23, quel a été votre sentiment? Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, d'abord, je voudrais, si vous permettez, dire un petit mot à notre frère qui a parlé là, je crois c'est Kofi, qui m'a demandé d'être médiateur, d'intervenir. Voilà. Donc, je crois que, contrairement à ce que beaucoup pensent ou croient, beaucoup de Congolais sont nombreux
à vouloir les biens de leur pays. C'est tout ce que nous souhaitons. Moi-même, là, j'ai des membres de ma famille qui sont morts dans cette guerre du côté de l'Est. Donc, il y a mon petit-fils de 22 ans qui a été tué le 23 décembre de l'année dernière au front. Donc, il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Donc, c'est pour dire que vraiment, nous sommes touchés dans notre chair, dans notre âme, par ce qui se passe. Et donc, nous ne souhaitons pas autre chose, je crois que tous les Congolais ne souhaitent pas autre chose que la fin de cette guerre qui a tué des millions de Congolais. Donc, on approche, n'est-ce pas, des chiffres incroyables qui dépassent même tout ce qui était arrivé même lors de l'État indépendant du Congo de Léopold II. On a dépassé ça. Donc, c'est incroyable que maintenant, c'est des Africains eux-mêmes qui s'entretuent, qui tuent d'autres Africains. Et c'est ça qui est, même si c'était aussi à l'époque, c'est que les Africains aussi instrumentalisés, mais il y avait quand même à l'époque sur le terrain des Européens qui les commandaient. Aujourd'hui, il n'y a pas de ces Européens-là, il y a les Africains eux-mêmes. Donc, je veux dire que c'est quelque chose qui nous touche. Nous tous, nous sommes pas seulement touchés, mais nous sommes abattus par cette situation, d'autant que chacun d'entre nous peut toujours succomber dans cette guerre-là, comme je viens de dire. Donc, cela étant dit, quand j'ai appris cette nouvelle, mais du moins, on pouvait déjà même l'attendre, parce qu'avec notre gouvernement, là, il est habitué avec des tas de choses. On dit une chose le matin, on dit le contraire à midi, et le soir, on revient vers ce qu'on avait dit le matin. Donc, voilà, donc c'est un peu ça. C'était pas surprenant de la part de notre gouvernement, parce que lundi dernier, nous avons parlé de cela. Nous avons essayé de dire qu'on était surpris par la mesure qui était tombée de mettre des prix des gens, des têtes des gens à prix. Et ce sont ces gens-là maintenant avec qui on va vouloir négocier. Mais finalement, est-ce qu'on a enlevé la mesure ou pas? Donc, moi, c'est ça qui m'a d'abord, c'était la surprise par rapport à cela, parce que ce que j'ai dit là, qui avait pas des propositions, mais simplement il y avait même des arrêtés là pour tuer des gens, qu'il fallait absolument les ramener vivants au prix de millions. Et maintenant, les mêmes gens, on va discuter avec eux. Mais on va faire la paix, on veut bien pour que ça soit. Mais on va faire la paix, pour moi, avec quoi? Avec quoi en main? Parce que le problème, le problème maintenant, ce n'est plus tant celui de la paix là, mais c'est plutôt ce que l'on va amener à table, parce que ceux de l'autre côté vont venir avec des exigences et ça ne cache pas. Là, c'est un serpent à 3 têtes qui est en face. Il y a le M23 dont on parle, il y a l'AFC, et puis il y a le Rwanda. Et voilà. Donc, chacun de ces protagonistes, chacun d'entre eux a ses exigences. On le connaît. Donc, ils l'ont dit, ils l'ont affirmé. Pour le Rwanda, qui est le parrain de tout le monde là, c'est que les forces de FDLR puissent être neutralisées complètement, et voilà, et qu'il n'y en ait plus au Congo. Bon. On se demande d'abord où sont ces forces-là. Mais ça, peu importe pour lui, c'est pour le Rwanda, c'est ça son exigence. Tandis que pour le M23, son exigence, c'est que en réalité, qu'il puisse devenir l'armée régulière congolaise. Parce que quand ils disent qu'ils vont intégrer l'armée congolaise, comme l'armée congolaise de fait n'existe plus, avec tout ce qu'on voit qu'ils sont en train de battre de l'aile partout, donc ça veut dire que l'armée, les forces de M23 vont devenir les forces armées congolaises, et ils veulent dans le deuxième moment, mais en faisant ça, pour revenir à cela, en devenant l'armée nationale congolaise, mais ils vont vraiment avoir tout le pouvoir en réalité, parce que quand on a l'armée, on a le pouvoir. Donc ils veulent avoir tout le pouvoir,
Et ils veulent, en troisième moment, que les réfugiés qui sont au Rwanda et en Ouganda reviennent au Congo. Mais bon, on peut dire, qui sont les réfugiés qui sont au Rwanda, qui sont les réfugiés qui sont en Ouganda, quand on sait de toute façon que les frontières de ces pays-là sont toujours restées ouvertes, que les gens entrent et ils sortent, ils reviennent. Donc ces réfugiés qui sont là-bas, qui ne sont pas contraints à y rester, vous pouvez revenir depuis toujours parce qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas de fermeture de frontières qui les empêcherait de revenir au Congo si jamais des réfugiés en question existent. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a derrière cette revendication, c'est que des franges entières de populations rwandaises vont revenir s'installer au Congo. C'est ça qui est en sous-bassement en réalité. Donc, venir occuper les territoires congolais, qu'ils viennent de fait des territoires rwandais. Et c'est ça, c'est l'exigence. Alors, l'AFC, là, qui n'a d'abord... je ne sais pas, elle n'a pas de force normalement, elle est scotchée par le M23. En fait, c'est une autre tête de M23 et il demande le départ pur et simple du président Tshisekedi comme président de la République. Donc, ce sera un d'eux qui va prendre la place du président. Voilà ce qu'ils avaient, c'est que ces trois têtes du serpent viennent avec comme exigence sur la table des négociations. Bon, maintenant, ils ont l'avantage qu'ils ils ont presque gagné parce que notre gouvernement est en train de capituler en venant là. Mais va venir avec quoi notre gouvernement? C'est ça la question. Va venir avec quoi? Étant donné qu'il n'a rien gagné sur le terrain, les victoires soi-disant diplomatiques n'ont rien apporté sur le terrain. Ce sont des victoires ça a été une mauvaise lecture de la situation politique du pays, que de sa télé à des démarches diplomatiques multiples qui n'ont rien apporté, parce que maintenant, tout ceux avec qui ils ont eu des rencontres à gauche, à droite, mais ne seront pas là à la table de négociation. Ils vont être avec ces forces-là qui sont sur le terrain, qui ont gagné des batailles sur le terrain. Donc, sur le terrain de la guerre, notre gouvernement, le gouvernement congolais, vient vide. Or, c'est son propre pays. Voilà où se trouve vraiment l'inquiétude que nous avons tous au Congo. Les Congolais sont très, très inquiets, moi-même aussi, parce que ça va être la balkanisation des faits. Parce que de l'intérieur, comme j'ai dit, si les populations rwandaises nombreuses viennent s'installer par milliers ou bien par millions sur le territoire là, au Congolais, et qu'ils viennent comme ils sont tellement armés et supportés là par la communauté soi-disant internationale, donc c'est la balkanisation du Congo. Donc notre gouvernement est en train d'aller vers cette situation terrible que nous redoutons, nous tous. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant pour que cela n'arrive pas? Or, c'est cela qui se profile à l'horizon. Donc, c'est là notre grande inquiétude. Donc, moi, je suis très, très inquiet de cette situation. Nous devions espérer, comme le président Tshisekedi l'avait annoncé, qu'il y aurait une réplique vigoureuse pour mettre ces gens-là hors de notre pays et que le pays puisse vivre en paix. La réplique en question n'a pas eu lieu. Donc, il n'y a pas eu de contre-attaque, il n'y a rien eu. Donc, maintenant, ces gens-là, ils sont sur notre terrain. Je voudrais bien, j'entends les gens qui disent que ce sont des Africains, soyez avec eux, mais les Africains qui ont déjà tué des millions et n'hésitent pas à en tuer. La femme congolaise est devenue un simple objet à leurs yeux. Les chefs congolais, les chefs traditionnels, là, c'est devenu des ennemis. Tout le monde, la société civile qui se dresse, est ennemi à tuer. Donc, ce sont des gens qui viennent pour tuer les Congolais. Alors, maintenant, nous allons nous entendre avec eux, nous asseoir avec eux, mais s'asseoir. Quand on s'assied avec un serpent, il ne faut pas être surpris, le jour où il va te mordre. Donc, c'est ça notre désolation en tant que Congolais, avec ce que fait notre gouvernement aujourd'hui,
Il aurait pu faire depuis longtemps, on lui a demandé depuis longtemps de prendre des choses autrement que par la diplomatie, de renforcer le côté militaire, de faire de véritables alliances avec des gens qui auraient pu défendre le Congo. Mais le gouvernement ne l'a pas fait, maintenant ça devient trop tard. Donc nous sommes dos au mur, comme on dit, avec notre gouvernement. Et on est là, on va simplement aller regarder les exigences des autres et accepter donc cette défaite-là, malheureusement, dans le peuple congolais est dans la désolation la plus complète en ce moment-ci. Merci à vous, professeur Pini Sassay, Henri Tangana. Professeur Pini Sassay évoque la désolation, l'inquiétude. Avec vous, il faut dire que le président Félix Tshisekedi a eu à engager plusieurs actions, beaucoup plus sur le plan diplomatique. Il est allé à l'international, bien plus. On l'a très vu peu souvent avec ses compères africains. Et on se souvient même que lors de la tenue du 38e sommet de l'Union africaine, il avait préféré aller du côté de Munich où se déroulait notamment la conférence de Munich sur la sécurité, où il était allé accuser encore le Rwanda et puis il soulignait même que l'auteur de l'origine de ces problèmes au niveau du Congo, c'était son prédécesseur Joseph Kabila. On l'a pas souvent très vivement sur le champ africain, mais très bon discoureur, très bon annonceur de bonnes nouvelles, un peu comme parfois on dit au Cameroun qu'on a de très bonnes lois, mais c'est la mise en application qui pose souvent un problème. Et aujourd'hui, ce monsieur qui avait dit qu'il ne va pas négocier avec le M23 comme étant le rebelle, se retrouve plutôt en train d'accepter la voie de la négociation. On se souvient que quelques temps auparavant, c'est le M23 qui avait plutôt semblé donner une ouverture à cela, mais lui n'était pas favorable. Comprenez-vous l'attitude du président Tshisekedi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est prévisible. Je l'ai dit ici la dernière fois, on va vers la balkanisation du Congo avec le consentement de M. Tshisekedi. Je résume ça en une phrase. Parce que quand je vais développer, beaucoup de gens risquent de ne pas comprendre. Je l'avais dit ici, nous allons vers la balkanisation consentie. C'est-à-dire que M. Tshisekedi, soit il ne voit pas, soit il est complice. Parce que les solutions étaient quasi évidentes. Et maintenant, comme M. Pini vient de dire, il ira sur la table de négociation avec quoi? Il va mettre quoi sur la table? Rien. Il n'a pas d'armée. Et qu'est-ce qu'il a proposé comme solution, à part le tour des chancelleries occidentales? C'est-à-dire qu'on assistait vraiment... En fait, M. Tshisekedi, je pense qu'il aime... Comme il a passé plus de temps en Occident que chez lui, je ne sais même pas s'il a grandi en République démocratique du Congo. J'ai l'impression qu'il a passé toute son enfance et sa jeunesse à Bruxelles. C'est parce qu'il a vraiment grandi dans le... parce que je suis en Belgique depuis plus de 25 ans, une trentaine d'années maintenant. Donc, quand je viens d'arriver ici à 25 ans, j'avais vent des réunions, parce qu'il y avait beaucoup de Congolais qui allaient dans ces réunions que je connaissais. Moi, j'ai été ami avec beaucoup de Congolais qui manifestaient à Bruxelles contre Mobutu. Je peux citer les noms, certains sont devenus des hommes politiques belges. Je clôt la parenthèse. Ils sont devenus des hommes politiques belges avec la nationalité. Je me demandais quelle était la cohérence, mais enfin, c'est pas ça le débat. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas grandi au Congo, vraiment enraciné. Et puis, il ne connaît pas l'Afrique et il ne connaît pas le rapport de tension qu'il y a eu entre les Occidentaux et les Africains. C'est quelqu'un qui a grandi et qui n'a pas connu toutes ces tensions-là. D'abord parce qu'on nous a caché ces tensions, à la majorité des Africains, les tensions qu'il y a eu entre les opposants et nous, qui font que nous avons confiance aux Occidentaux qui ont été nos prédateurs. La majorité des Camerounais qui ont été à l'école au Cameroun 20 ans, 15 ans après l'indépendance, étaient heureux quand le prof entre et que le prof est blanc. On disait que le prof blanc est juste. Beaucoup de Camerounais savent ce que je dis. Moi, j'ai eu
beaucoup de profs blancs. Hein. C'est-à-dire que Miss Clark, qui était une américaine en anglais en 6e, Miss Deacon, qui était américaine en 5e, Miss Thomas, qui était américaine. J'ai eu un prof de physique, chimie, français. Mon dernier professeur de mathématiques, Germain Rondeau, au Collège Vogue, c'est un blanc. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je n'ai pas dit qu'ils sont fondamentalement bons ou mauvais. Mais vous ne pouvez pas avoir ce rapport de confiance vis-à-vis de quelqu'un qui vous a esclavagisé pendant des siècles, qui vous a fouetté pendant la colonisation, parce que la colonisation était l'esclavage chez nous, avec une violence inouïe. Et on s'est battu pour les indépendances, et à la sortie des indépendances, on ne le dit pas assez, c'est eux qui étaient les conseillers dans nos ministères. Et quand nos pays ont mal démarré, personne ne leur demande, hein, c'était les conseillers d'État. Chaque ministère au Cameroun, je parle de ceux qui étaient jeunes à Yaoundé dans les années 80, chaque ministère avait son conseiller blanc français. C'est-à-dire que la construction même de notre État, ce n'était pas nous, c'était eux. Dans son concept, dans ce qu'il est. Il y a peut-être eu des bonnes lois au Cameroun qui sont mal appliquées. C'est logique que ces lois soient mal appliquées, comme vous avez introduit, mais parce que le contexte n'y est pas. Le contexte n'est pas le même. Les lois au Cameroun sont très très bonnes. Mais moi, actuellement, je suis en train de faire une procédure, actuellement, une procédure d'héritage pour la succession de mon père. Si je vous dis que ça m'a déjà coûté en millions, je me demande si un Camerounais normal peut faire ça. Alors, à quoi ça sert ça si un Camerounais normal ne peut pas introduire une procédure de succession? Je parle de millions, hein, si je vous raconte tout. Entre les avocats véreux, j'en ai déjà changé 5. Et la dernière fois, il y a eu grève des avocats, la procédure a été renvoyée. Or, je me demande si un président du tribunal au Cameroun sait qu'on paie les avocats qui viennent nous défendre. Et que quand vous renvoyez la procédure pendant 1 an, celui qui est justiciable paye pendant 1 an les services d'un avocat. Est-ce qu'un juge camerounais en a conscience? C'était une parenthèse. Pour dire qu'on a des très très belles lois, mais le contexte n'y est pas. Je reviens. Donc, nous avons en République démocratique du Congo un monsieur Tshisekedi qui réfléchit comme si nous étions dans un monde de bisounours et qu'il ira dire au chancelier occidental, regardez, voilà l'agresseur. Et que ces chanceliers occidentaux lui disent, oui, monsieur Tshisekedi, tu as raison, on va venir t'enlever l'agresseur. C'est vrai, parce que nous, on est des blancs, on est donc juste par nature. Nous n'aimons que ce qui est juste. Nous n'aimons que l'égalité. Rien dans l'histoire de l'humanité ne l'a prouvé. Je dis bien, rien n'a prouvé. Bon, mais il fait le tour. Il ne comprend pas qu'il y a un rapport de force qu'il fallait établir. Je l'ai dit ici. Et je l'ai dit que ça va finir par la balkanisation du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Je résume. Les forces rentrent. Ces forces-là ne savaient qu'il n'y aurait aucune résistance de l'armée. Le chef de l'État est obligé de lancer des wanted. Vous savez ce qu'on appelait les wanted au Far West. Quand on veut la tête de quelqu'un, on met une affiche. Ramener sa tête mort au vivant. Complètement loufoque. C'est-à-dire qu'il n'a plus le contrôle de rien. C'est vrai que George Bush nous avait fait la farce avec tous certains terroristes. C'est tout ce qu'il avait comme élément. Mais c'était pas ça, M. Tshisekedi. Quand on est chef des armées, on constitue une armée. Et alors, il se retrouve maintenant sans armée, donc sans élément de souveraineté. Il va négocier quoi? Alors, il n'y a que 2 cas. Soit il essaie de négocier d'être le chef d'une république congolaise qui est dépecée de sa partie la plus riche. Et il y aura 2 sous-républiques à l'est du Congo, là où il y a les matières. Ça veut dire que le Congolais, aujourd'hui, on va lui donner la partie de la République démocratique du Congo qui n'a plus de richesses. Et un groupuscule de gens va se nourrir des richesses du Congo. Et tout le reste du Congo sera pauvre. Il sera balkanisé. C'est là où on va. Ou alors, lui va négocier d'être encore chef d'un Congo pauvre. Ou alors, si je... Moi, j'ai dit au début que M. Tshisekedi, je n'ai pas envie d'être violent, mais
n'est pas à la hauteur de la situation. Je n'aime pas être désobligeant. M. Tshisekedi devrait déjà nommer son chef d'état-major à la tête du Cameroun et se retirer du pouvoir et dire « je reviens au pouvoir dès que la situation militaire est réglée ». Il donne ça aux militaires parce que la situation est actuellement militaire. En tout cas, soit alors il ne comprend pas, soit alors il va aller signer la balkanisation du Congo. Et on ne sait pas comment ça va se passer parce que des forces congolaises vives peuvent se réveiller et être contre l'accord que M. Tshisekedi aurait signé. Nous rentrons alors dans un boulevard d'instabilité. Je sors par là. Merci à vous, Henriette Tangana. Docteur Yam Timba, le président Tshisekedi a eu à mettre après, par l'entremise de son ministre d'État, ministre de la Justice, la tête de responsables, du moins des Congolais qui sont responsables du M23, Bissimois, Jonathan Katanga, je crois bien, et puis le plus en vue, Corneille Nangaa, qui avait même d'ailleurs été condamné par contumace. Et il s'ouvre dans des négociations avec le même M23. Docteur Yamba, est-ce que vous pouvez nous permettre de comprendre ce que le président Tshisekedi met dans les négociations qu'il part faire? Enfin, je n'ai pas de boule de cristal. Non, vous n'en avez pas, de boule de cristal, mais du moins parce que la situation est quand même quelque peu, je ne vais pas dire incompréhensible, mais ça a l'air justement d'aller dans ce sens. C'est pour que vous nous permettiez un peu de creuser dans le fond, même sans boule de cristal, mais au regard de certaines lectures. Bah, écoutez, on va essayer de, je ne dis pas comprendre, mais vraiment d'avoir une idée de cet imbroglio. D'abord, la première chose, c'est tout ce qui a été, depuis un certain temps, dès que le président est arrivé au pouvoir, en 2019, sur un certain nombre de médias africains, on a cessé de rappeler que le plan de l'Occident depuis les années 90, c'est de découper le Congo en petits morceaux. Ainsi, on pourra exploiter plus facilement ses ressources sans rencontrer de résistance particulière. Et le président a été invité par les panafricanistes particulièrement à se trouver des alliés objectifs qui pourrait permettre de l'aider à défendre le Congo, à construire une armée puissante, mais surtout à organiser des actions civilo-militaires qui devaient permettre, si vous voulez, de prendre le contrôle du pays, particulièrement de cette partie du pays. Lorsque le Congo est attaqué, mais il n'y a pas que l'Est du Congo qui en souffre, c'est tout le Congo qui en souffre. Et lorsque vous constatez que le Rwanda, qui n'a pas de mine de coltan, est devenu le premier exportateur mondial de coltan, vous voyez l'Union européenne qui a signé un accord avec le Rwanda, vous comprenez exactement qui soutient cette guerre dans cette partie de l'Afrique et qui manipule le Rwanda en voulant, dans le mépris le plus total des Rwandais, et qui s'en fout d'ailleurs de ce que les Africains feront du Rwanda. Nous, les Africains, nous refusons naturellement de dire que nous allons sacrifier les Rwandais parce que, pour faire plaisir aux Occidentaux qui les manipulent. Et vous constaterez que les Occidentaux ont structuré cette guerre de proxy et aujourd'hui, ils veulent absolument, contrôler le coltan, et vous allez constater que la raison pour laquelle on s'est attaqué au Kivu, au nord Kivu, et au sud Kivu, c'est parce qu'il y a la mine de coltan de Rubaya, qui est la plus grande mine de coltan de RDC, et qui représente 30% du coltan mondial. 30% du coltan mondial. Alors, quand vous avez 30% du coltan mondial qui est contrôlé par un groupe comme celui-là, eh bien, ça leur assure leur financement. Et eux, vous voyez qu'ils commencent à retourner les milices Ouazalendo. Parce qu'ils ont les ressources et que le gouvernement, lui, a du mal à avoir des ressources. Alors que ce gouvernement, son budget est arrivé à 15 milliards de dollars.
le budget militaire. Mais où va cet argent? Où vont 15 millions ou 14 milliards de dollars, 14 milliards de dollars de budget militaire? Mais où va cet argent? L'argent va où? Ça veut dire que vous avez pratiquement, ils ont 165 000 hommes. Ça veut dire que vous avez pratiquement 10 000 dollars par soldat. C'est le budget à peu près. 10 000 dollars par soldat. Et au lieu donc d'utiliser cet argent pour réellement... qu'est-ce que je raconte? Je parlais de 100 000 dollars par soldat. Hein. C'est 100 000 dollars par soldat à peu près. Au lieu d'utiliser cet argent pour construire l'une des armées les plus puissantes qui puissent exister, eh bien, vous avez le sentiment que, malheureusement, la RDC a une armée qui a du mal à construire, à sécuriser la RDC, et qu'on a été obligé à un moment donné d'aller chercher carrément des supplétifs roumains. Et vous imaginez qu'aller chercher des supplétifs roumains, mais c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Parce que quand vous vous retrouvez à devoir, malheureusement, utiliser des mercenaires pour une armée, pour défendre votre propre pays à l'intérieur, ça veut dire que vous n'avez pas réellement d'armée. Le problème qui se pose aujourd'hui, cette attaque contre la RDC, mais ce n'est pas quelque chose qui est arrivé en 2024 ou en 2025. Ça existe depuis toujours. Quand le président arrive en 2019, mais tout le monde le presse de construire une vraie armée. Il chasse les conseillers militaires russes que son prédécesseur avait placés là et décide de faire une école de guerre avec les Français. Une école de guerre avec les Français. Vraiment, il fallait que ce soit la plus brillante de toutes les idées du 21e siècle pour faire une chose pareille. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, il ne le fait pas. Et là, maintenant, il se retrouve dans une situation où, en réalité, compte tenu du fait que les autres ont désormais des ressources qui leur permettent de vivre, d'entretenir leur milice et de pouvoir maintenir l'accord que le Rwanda a avec l'Union européenne, eh bien, pourquoi est-ce qu'ils se dérangeraient? Au fond, c'est maintenant à la RDC de leur dire ce qu'elle veut. Le drame, c'est qu'on a un certain nombre de pistes. Ils pourraient insister, ces gens-là pourraient exiger de garder le contrôle des mines dans cette zone-là, et même de l'administration dans cette zone, et d'être intégrés dans l'armée rwandaise et dans la haute administration, dans l'armée congolaise et dans la haute administration congolaise, ce qui signifierait que l'armée et la haute administration seraient infiltrées. Et comment un État normal pourrait gérer ça? Ils pourraient, ces gens-là, insister par demander que la zone qu'ils occupent devienne autonome à l'intérieur de la RDC. Et comment l'État du Congo pourrait s'opposer à ça? Mais ce qui est pire dans cette attitude-là, c'est que le simple fait, la façon dont le porte-parole de la présidence a réagi, indique que la présidence est d'accord. Ce qui veut dire qu'il laisse à l'Angola le soin d'organiser ces négociations. C'est une chose tellement grave que d'apprendre que les gens qu'on a traités de terroristes, de coquilles vides, etc., si vous acceptez de négocier avec eux, vous les placez au même niveau que vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous les reconnaissez comme des interlocuteurs politiques qui sont de même niveau que les partis politiques de RDC. Ce changement de statut qu'on accorde au M23, à l'AFC M23, est un précédent dangereux. Dangereux dans la mesure où tous les groupes qui pourront se lever vont revendiquer une négociation directe avec l'État. Et qui dit que demain, l'AFC M23 ne va pas susciter, et le Rwanda ne vont pas susciter des dizaines d'autres groupes de ce genre. Et on va dire c'est l'AFC M23 et le Rwanda, mais au fond c'est l'Occident. L'Occident va susciter des dizaines de groupes pour déstabiliser et fragiliser l'État. L'État congolais. Je crois qu'il y a des lignes rouges qu'un État normal ne doit pas du tout franchir. Et l'autre chose, c'est que il faudrait
que le président sache qu'il ne pourra pas gérer cette question tout seul. D'un côté, il y a une réunion qui se passe en Afrique australe, je crois cette année, c'est ce jour aujourd'hui où ça a commencé hier. Le président est intéressé à ça et c'est l'Afrique australe qui a des forces qui sont engagées dans cette guerre. De l'autre côté, il reçoit l'Afrique de l'Est, après chasse les soldats de l'Afrique de l'Est. Et puis enfin, il y a quand même, il est membre de la CEAC. Mais il faut qu'il choisisse. C'est cette incapacité des Congolais, et j'entends ça dans tous les discours des Congolais, à ne pas se situer quelque part en Afrique, qui fait que dans une sous-région précise en Afrique, qui fait que malheureusement ils ne peuvent pas recevoir toute l'aide dont ils ont besoin. D'une part. D'autre part, ça les empêche de construire les solutions définitives, les solutions durables, définitives, qui pourraient permettre de régler le problème. La RDC, elle a imaginé que c'est un problème purement interne à la RDC, alors que c'est un problème et qu'on trouvera la solution à l'intérieur de la RDC, alors qu'en réalité, la solution peut être plutôt sous-régionale. Je l'ai répété, je le dis et je le répète, la création des États-Unis d'Afrique centrale va régler définitivement ce problème. Mais tant que la RDC pense que c'est un problème purement interne, qu'ils vont régler ça tout seul, mais ils voient très bien que l'AFC M23 n'est pas seul. Il y a le Rwanda, il y a l'Union européenne derrière. Ils ont qui? Ils ont qui? Ils s'en vont en Angola, ça c'est l'Afrique centrale. Après, ils vont en Afrique australe. Après, ils vont en Afrique de l'Est. Il faut que la RDC se situe quelque part en Afrique. Ils sont où? Ils sont en Afrique centrale, en Afrique australe, en Afrique de l'Est. Qu'ils fassent un choix. Et à partir de là, que les forces de chacune des sous-régions se jettent résolument dans la bataille pour mettre fin au conflit. Le problème, c'est qu'ils ne sont nulle part. C'est comme si les dirigeants de la RDC ont pour consigne d'entretenir ce flou pour que le problème ne trouve jamais de solution et que ceux avec qui ils ont accepté de former les soldats à l'école de guerre puissent arriver à leur fin. La question qu'on se pose aujourd'hui, sincèrement, est-ce que les dirigeants congolais sont manipulés eux-mêmes par l'Union européenne et par les Occidentaux? Et dans ce cas, s'ils sont manipulés par l'Union européenne et les Occidentaux, on comprend donc que, en fait, le Rwanda peut être manipulé de cette façon dont il est manipulé et que la situation peut évoluer dans le sens dans lequel elle évolue aujourd'hui. Qui est de dire que, finalement, l'éclatement de la RDC en plusieurs petits pays risque de devenir quelque chose de, si vous voulez, de réel demain. Et que ce qui a commencé au Soudan, qu'on a tenté au Mali, qu'on a tenté en Côte d'Ivoire, qu'on a tenté au Cameroun, qu'on a tenté en Éthiopie, pourrait bien finalement réussir à RDC. Parce qu'on n'a pas, et vous verrez la grande différence avec tous les présidents de tous les autres pays, c'est que là-bas, les gens ont pris une position ferme. En RDC, on a l'impression que le président ne sait pas quoi faire. Et ça, c'est un gros problème. La partition de la RDC peut commencer par une toute petite république autonome, AFC, M23, et se poursuivre parce que ceux qui soutiennent le Rwanda et l'AFC M23 peuvent susciter des petits groupes de ce genre partout au Congo. C'est 2,5 millions de kilomètres carrés. Et donc, il y a 150 millions d'habitants qui ont chacun une raison de s'énerver contre le gouvernement central. Et donc, ces gens-là peuvent susciter autant de groupes qui peuvent donc faire éclater des rebelles partout et faire éclater ce pays en 25 pays qui ont 100 000 kilomètres carrés. Il faut faire très attention. Et la situation dans laquelle nous sommes, c'est qu'on ne voit pas un président avec une déterminé à sauver son pays. Pas du tout. Là, vous avez rappelé tout à l'heure que pendant que les gens se réunissent à Addis Abeba au sommet de l'Union africaine, lui, il est à Munich. Bon, j'ai entendu Atangana dire que peut-être qu'il n'a pas grandi en Afrique, il ne comprend pas l'Afrique. C'est vrai qu'il est parti d'Afrique, il avait 17 ou 18 ans.
Et donc, tout naturellement, il faut imaginer que ce n'est pas quelqu'un dont les convictions se sont forgées, se sont tassées et se sont cristallisées au contact de l'Afrique, mais plutôt au contact de l'Europe. Et c'est pour cette raison, peut-être il parle avec les Européens, et c'est ça qui amène beaucoup de gens à se demander quelles sont ses relations réelles avec les puissances européennes. Quelles sont ces relations réelles? Parce qu'un chef d'État qui arrive en 2019, qui trouve un problème, qui ne le règle pas, qui accuse plutôt son prédécesseur, au lieu de régler le problème, lui, il accuse son prédécesseur qui n'est plus là, qui accuse le Rwanda à longueur d'année, au lieu de régler le problème, alors que le Rwanda, lui, ne fait que faire avancer ses pions, qui accuse le M23, alors que le M23 n'est qu'un mouvement, et qui viole le principe sacré selon lequel on ne négocie pas avec les terroristes. Il n'y a aucun pays qui négocie avec eux. Vous avez entendu les pays de l'AES négocier avec ces gens? Vous avez entendu le Centrafrique négocier avec ces gens? Vous avez vu le Cameroun négocier avec ces gens? Vous avez vu le Nigeria négocier avec ces gens? Vous avez vu tous ceux qui ont négocié avec ce genre de force ont quitté le pouvoir et ont créé des problèmes à leur pays. Et ont laissé arriver au pouvoir des gens qui étaient les supplétifs de l'Occident, la Côte d'Ivoire. Tout le monde avait dit à Barbeau de ne pas aller à Marcoussis. Il y est allé. Il est où aujourd'hui? Quelle est la situation de la Côte d'Ivoire? Tout le monde avait dit, l'Éthiopie a refusé toute négociation de ce genre. Jamais. Le Centrafrique, jamais. Ils ont eu une négociation, mais après, ils ont quand même par derrière mené une action militaire avec la Russie qui a permis au régime aujourd'hui de maîtriser la totalité du territoire. La RDC est là, elle pense plutôt à aller négocier avec le M23, donnant au M23 le statut qui est le même que celui de l'État, puisque c'est l'État qui sera en train de négocier avec un groupe. Et ça, c'est extrêmement délicat. Espérons vivement que les Africains vont prendre ce problème à bras-le-corps. Encore une fois, pour chuter, j'interpelle le président de la commission de la CEAC, le général Verissimo, de se lever et d'aller de capitale à capitale, de palais présidentiel à palais présidentiel pour régler ce problème. C'est la RDC aujourd'hui. Le plan de l'Occident, c'est de détruire, de partitionner tous les grands pays africains. Ce sera l'Angola demain. Le projet de Lobito, ce n'est pas par hasard. Ce sera l'Angola demain. Ils ont essayé au Cameroun, ils ont essayé à RCA, ils ont essayé au Tchad, ils ont essayé à RDC. Où est-ce qu'ils iront demain? La prochaine cible, manifestement, ce sera l'Angola. Donc, il faut faire attention. Merci à vous, docteur Iyam Timba. Il faut justement évoquer cette question. On va aller au standard. On peut prendre cet appelant. C'est Christophe de Côte d'Ivoire. Je trouve que ce qui se passe en RDC, c'est une guerre de proxy, c'est du genre de la guerre en Russie-Ukraine. Je me rappelle, on peut faire le parallèle entre ce qui se passait entre le Kabila père et Mobutu. Kabila père était dans l'est du Congo. Et lorsqu'il a pris le pouvoir, ce que les gens voulaient faire de lui, il avait compris, et c'est ce qui a valu sa mort. Mais son fils est venu. Son fils aussi a compris. Les gens l'ont enlevé au pouvoir pour mettre un Tshisekedi qui n'a jamais vécu en Afrique. Non, tout à l'heure, ce que le docteur Iyam Timba disait, effectivement, c'est la réalité. Ce qu'ils ont expérimenté en Côte d'Ivoire ici, ils y ont réussi parce que le territoire de Côte d'Ivoire est dans les mains des Occidentaux avec leur proxy qui est là. Et au Congo, c'est ce qu'ils veulent faire. S'ils n'arrivent pas à partitionner avec ce qui va se passer, ils vont carrément récupérer tout le territoire. Or, faire tout le territoire, c'est la récupération des terres rares qui sont au Congo. La récupération des richesses qui sont au Congo, et pour faire un peu pour barrer la route aux Chinois qui sont en train de... Les Russes et les Chinois qui sont en train de faire leur route de la soie. Donc, vraiment, je trouve que ce que le président Tshisekedi est en train de faire, n'a aucune stratégie, il n'a fait aucun plan, il n'a pas de formation militaire à mon sens. Donc il ne peut pas vraiment réfléchir à une technique militaire. Qu'il quitte là carrément, ce sera à son honneur s'il se retire dans le pouvoir pour aller se mettre pour aller s'asseoir carrément, faire une retraite dorée. Mais ce sera à son honneur plus tard. Mais s'il reste comme ça, soit les Occidentaux vont l'abattre de deux manières, soit physiquement,
soit politiquement. Parce que politiquement, ils vont faire le M23 pour prendre le pouvoir au Congo, et ou bien ils vont là-bas carrément pour faire un coup d'État, et puis bon, il y aura quelqu'un d'autre qui va venir là. Dans le camp des militaires congolais, ils n'ont pas encore quelqu'un qui va venir prendre le pouvoir. C'est pourquoi ils ne réagissent pas. Même la mise à prix des têtes des autres qu'il a fait. Mais c'est l'esprit des Occidentaux. Mettre à prix la tête de ton camarade, de ton frère noir. Pourquoi? Pour le tuer. C'est ce qu'il a fait, il a tué une centaine d'enfants la dernière fois au Congo, et ce n'est pas bien. Donc je trouve que c'est une guerre de proxy et qu'on fasse très attention. Il ne faudrait pas que le Congo tombe dans le piège de la Côte d'Ivoire. Merci, je vous remercie. C'est Christophe de Côte d'Ivoire. Merci à vous, monsieur Christophe. Encore aller au standard. Il nous reste moins de 10 minutes. T'appelons, vous aurez 2 minutes tout au plus pour le temps de parole. Bonjour, bienvenue. Ouais. Ok. Et bonjour, je vous appelle, c'est Eric depuis l'Espagne. Je vous remercie tout ce que vous faites en fait pour l'Afrique. J'aimerais intervenir à propos du problème de la RDC. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, nous sommes au XXIe siècle. Et on ne peut pas chaque fois condamner les Occidentaux, les Européens. On a 54 pays en Afrique. Même si le président Tshisekedi n'a pas l'expérience militaire, quoi que ce soit, je ne comprends pas la passivité des États africains. Je ne sais même pas si notre coefficient intellectuel est inférieur aux Européens. Je n'arrive pas à comprendre. Pour moi, il est temps que toute la population africaine se lève. Parce que moi, je dis toujours, la richesse de la République du Congo, même c'est suffisant pour nourrir toute l'Afrique. Même si les Africains ne font absolument rien, la richesse du Congo, le pétrole du Nigeria, les Africains, on peut vivre tranquillement, même sans travailler. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi il faudrait qu'on se lève, toute l'Afrique doit se lever. Et moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, je vois qu'on dit que c'est une guerre de proxy, c'est les Occidentaux, mais qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes? On est au XXIe siècle. On parle de la partition du Congo, on va la diviser. Je ne comprends pas, franchement, il est temps, sinon on va beau parler. On va beau parler, et après 30 ans, 50 ans, on se voit au point du départ. Mais ça fait honte, Moi, je suis un noir, mais ça fait honte. On tourne en boucle. Pour moi, il est temps, même si les dirigeants africains, ils font rien, ils sont dans la passivité, il est temps que toute la population africaine se lève et dise non, nous sommes au XXIe siècle. On ne va pas vivre les mêmes choses que nos parents ont vécues. Il est temps, franchement. Moi, j'essaie de voir même dans les médias ici, mais personne ne parle de l'Afrique. Même j'ai écouté sur une chaîne, je ne sais pas, belge, qui dit clairement que l'Union européenne a signé des contrats avec le Rwanda pour aller voler les matières premières. Mais il y a des je ne sais pas, c'est vraiment énervant. Il est temps pour ma part, il est temps que nous, les Africains, on se lève, toute la population africaine. Ils ne vont pas tuer tout le monde. Ils ne peuvent pas tuer toute la population africaine. On est 1 milliard et quelques. Franchement, c'est énervant. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites, que ce soit le docteur Inyam et M. Tangana et le professeur Pili Pili et vous, le journaliste. Je vous écoute depuis l'Espagne, c'est Eric. Merci, il y a plus. C'est énervant, franchement. Merci à vous, Eric, depuis l'Espagne. Peter au téléphone. Vous avez également un peu plus de 2 minutes. 2 minutes, oui. 2 minutes. Bonjour, bienvenue. Okay, thank you so much, Co-Center. Bonjour, Monsieur Noira, bonjour, Dr. Yam, et à votre Pili, à qui je profite pour adresser les condoléances pour son 2 femmes, petits-fils en décembre. Mais ce que je veux dire, d'abord, je vais commencer rapidement par l'Ukraine. Pouvoir avoir encore la Russie avec tous ces mensonges et ces fausses paroles qu'ils n'ont pas tenues depuis 1991 jusqu'à des accords de Minsk.
Et aujourd'hui, on nous montre un scénario en Arabie Saoudite pensant que M. Poutine va céder ou M. Donald Trump a montré son vrai visage, hein, pas le visage que tout le monde applaudissait, parce que moi je suis assez très prudente. Je connais un peu la politique américaine. Hein. Il reste toujours USA. Et lui-même, il a dit « Make America Great ». Donc peu importe ce qui va se passer chez les autres, c'est les intérêts américains qui priment. Maintenant, M. Poutine a compris ça, alors qu'est-ce qu'il va faire? Non seulement il va récupérer Kursk, mais en plus, il va récupérer l'oblast d'Odessa, et c'est en ce moment-là que lui, il va dicter sa loi vis-à-vis de quiconque qui viendra sur la table des négociations. Donc, laissons les Occidentaux fantasmer, les Macron, le Prime Minister anglais, tous ces guignols-là qui sont en train de s'agiter. Monsieur Poutine reste le maître du jeu, et c'est lui qui mettra fin à l'échec et mat. Maintenant, si je viens sur le cas de DSC, je m'excuse beaucoup pour votre invité, mais il faut dire la vérité là où elle est. Il ne faut pas caresser du poil de la bête. Monsieur Tshisekedi, aux yeux de tous les Africains, on le prend comme un agent espion de l'Europe, c'est-à-dire pour les intérêts européens en RDC. Parce que si réellement, avec tout ce qui est en train de se passer, avec toutes les conséquences des soi-disant accords de paix ou cessez-le-feu, etc., on a vu un peu le cas, comme vous avez énuméré, monsieur Dr Yam, c'est le cas de Côte d'Ivoire, on a vu les accords d'Alger, ce que ça a donné. Les accords d'Alger ont donné quoi sur le G5 Sahel? Rien du tout. Ça n'a fait que renforcer les terrorismes et au point où le Burkina commençait à perdre beaucoup de territoire, right? Donc, ce qui est en train de se passer, c'est simplement un deal. Hein. J'assume mes mots. C'est un deal qu'il a signé avec les Européens qui l'ont parrainé pour pouvoir céder des terres en RDC. Parce que si réellement ce monsieur avait conscience de la vitalité de cette agression, je ne peux pas dire rwandaise, mais du M23, je crois qu'avec ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, il aurait pu tirer des leçons, y compris même de son voisin de la SCA, pour dire que voici quelqu'un qui a eu le courage. Non seulement il a demandé l'aide de la France qui n'est pas intervenue, mais il a eu le courage de s'adresser à un partenaire fiable, comme la Russie, qui a pu permettre de prendre près de 90% de son territoire, même si c'est en cours de téléchargement le reste des territoires. Pourquoi ne pas le faire et toujours en train de tergiverser? Aujourd'hui, il sort avec les Américains, demain, il est en Belgique, après, il vient en France, après, il va à Londres. Il y a une expert anglaise qui a dit hier que je suivais une émission, elle disait comme ça que le cas de la RDC est très délicat parce qu'elle a vécu, elle était ambassadrice, hein, je crois, en RDC. Elle a vécu là-bas, elle a vu que le Congolais souffre beaucoup. C'est pas, il n'y a pas de classe moyenne, c'est juste les riches contre les pauvres. Et on a comme l'impression que l'entourage de M. Tshisekedi, y compris des généraux, se sucre sur tout l'argent qu'on a donné, comme Dr Yam a expliqué par rapport au budget de l'armée. C'est une armée corrompue. Et en plus, il y a des officiers congolais, surtout ressortissants de l'Est, qui collaborent avec les officiers du Rwanda. Alors, vous voulez qu'on arrive où quand c'est comme ça? Moi, la seule solution, il faut réinitialiser l'administration congolaise. Il faut réformater ce gouvernement pour que vraiment les choses puissent aller de l'avant. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup et bonne journée. Thank you so much, Mr. Peter. On va prendre notre appelant. Il sera le dernier de Last for this session, Mr. Delano from Dallas, United States. Welcome. Allô. Vous êtes en ligne. Ok, merci. Bonjour, Monsieur Morin. Et merci de prendre mon appel. Je salue comme ça vos invités et toute votre équipe. Monsieur Morin, on a de là, une fois de plus, une illustration du manque d'organisation qu'on a en Afrique. On vient sous nos yeux, diviser notre territoire. Voilà qu'ils vont prendre. Nous sommes là, nous sommes assis, on voit. Mais qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Comme monsieur Yam Chimbala, comme le docteur Yam Chimbala s'est dit, ils l'ont essayé au Cameroun, ils l'ont essayé en RCA, on l'a essayé au Tchad, on a même essayé au Mali. On a divisé le Soudan devant nous, on a détruit la Libye devant nous. Aujourd'hui, on va diviser le Congo. Et puis,
tout va se passer comme sur des roulettes, hein. Personne ne va rien dire. Personne. C'est devant nous que quand la Russie a commencé son opération militaire en Ukraine, toute l'Europe s'est mobilisée pour aller défendre l'Ukraine. Nous sommes assis en Afrique, on voit comment on attaque la République démocratique du Congo. Pour nous, non, c'est juste un voisin et ça ne nous concerne pas. Comme Dr Antimbala a aussi dit, aujourd'hui c'est le Congo, demain ça serait l'Angola et ainsi de suite. Ça démontre là une faiblesse africaine. Si on était organisé en Afrique, s'il y avait un État, disons même juste un État uni d'Afrique centrale, on pourrait mobiliser, je ne sais pas, une armée et aller intervenir pour le Congo, même si le gouvernement congolais n'était pas d'accord. Mais à ce point, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour défendre le Congo? Rien. Il s'en va à la table de négociation. Il a quoi à proposer? Il n'aura qu'à accepter tout ce qu'on va lui dire. Il n'a rien à dire. Il n'a rien pour contrecarrer une position du M23. Rien. C'est vraiment déplorable pour l'Afrique au XXIe siècle. Vraiment déplorable. Mais je pense toujours qu'un mouvement populaire peut arrêter ça. Donc il faudrait un soulèvement populaire. Au Congo, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que leur pays se divise. Si les gens sortent dans la rue, si on a 10 millions de Congolais qui marchent contre ça, ils vont s'arrêter. Ils ne vont pas marcher sur 10 millions de Congolais parce qu'ils veulent le Nord et le Sud qui vouent quoi que ce soit. Mais ça, c'est vraiment déplorable pour l'Afrique qu'au XXIe siècle, on continue à appliquer des formules qu'on a appliquées dans l'époque de la colonisation et ça ne fait que marcher. On dirait que nous, on n'a pas appris des leçons antérieures. Monsieur Mora, au Cameroun, au quartier, on dit que vous ne pouvez pas effrayer un enfant avec un même jouet 2 fois. Mais on est en train d'effrayer les dirigeants africains avec le même jouet 50 fois et ça ne fait que marcher. C'est quoi la qualité de nos dirigeants en Afrique? Delano, merci. Monsieur Mora, merci de m'avoir donné la parole. Voilà, merci. Merci à vous, professeur Pinipini Sassai, M. Aria Tangana. Étant pris par le temps, on avait prévu donner quelques minutes, mais on avait déjà pris cet appelant du côté du Standard. On ne pouvait pas le couper parce qu'il avait déjà été engagé. Je vous dis merci. Je crois qu'on aura l'occasion encore de revenir sur ce sujet, la RDC, au regard du déroulé des événements. Je vous dis tout simplement merci à vous de votre participation ce matin, tout en vous souhaitant une bonne journée du côté de Bruxelles, là où vous vous trouvez. Merci au docteur Yam Timba. Merci à vous également aussi, chers téléspectateurs et appelants ce matin pour vos différentes contributions. Merci au chat. Merci à la réalisation et à la régie assurée ce matin par Mbako. Plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition de Feuille Matin. Bonne journée.